Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et avant de rejoindre les débatteurs du soir, je voudrais accueillir son Excellence l'ambassadeur de Pologne en France. Bonsoir Jan-Henryk Roszczewski. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'armée russe a ce lundi abattu 8 missiles balistiques venant d'Ukraine, sans préciser de quel projectile il s'agissait. Des bombes aériennes de fabrication américaine. Nous sommes en pleine escalade de ce conflit. Moscou menace de frapper l'Occident si les armes sont utilisées en territoire russe. Le nouveau missile de portée intermédiaire russe, Oreshnik, traduisez le noisetier, porte bien son nom. Quand vous donnez un coup de pied dans un noisetier, à la bonne saison, les noisettes tombent. Là, ce sont des ogives nucléaires. D'où ma question que je vous ai déjà posée, Jan-Henryk Roszczewski, au début de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'après l'Ukraine, Vladimir Poutine va s'attaquer aux pays baltes et pourquoi pas à la Pologne ? Vous savez que le pays balte et la Pologne, nous défendons la frontière européenne. Donc chaque attaque sur le pays balte, chaque attaque sur la Pologne, c'est l'attaque pas uniquement sur le membre de pays de l'OTAN, mais c'est l'attaque sur la communauté européenne. J'espère qu'on n'arrivera jamais à ce stade-là, mais vis pacem parabellum. Si nous voulons vraiment garder la paix, il faut qu'on se prépare à la guerre de façon sérieuse. Comme vous savez très bien, la Russie aujourd'hui produise 4 fois plus de munitions et d'armement que l'Europe unie. C'est quelque chose absolument incomparable si vous comparez la PNB russe avec la PNB européenne. Donc, il y a quelque chose dans cette proportion qui ne va pas. Ça veut dire que les Européens vont arrêter de critiquer peut-être la Pologne d'acheter des armements américains parce que de toute façon, à un moment donné, il faut protéger l'Europe. C'est ce que vous dites ce soir. Vous savez que nous protégeons notre pays, nous protégeons l'Europe. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à acheter en Europe, ça c'est vrai. En manquant la Pologne. C'est ce que disait Jacek Siewera, qui est le chef du bureau de la sécurité, qui disait sur l'étagère, il n'y a rien en Europe, donc c'est pour ça que j'achète aux Américains. Si on veut bien passer en commande pour acheter trentaine de chars Léopard, il faut qu'on attend au moins 10 ans. Donc, 10 ans. Donc restons sérieux, parce que le danger est sérieux. Donc, on se prépare pour garder la paix. Donc, il faut qu'on soit bien préparé, justement, militairement, pour sécuriser la paix. C'est pourquoi, notamment, la semaine dernière, à Varsovie, le triangle de Weimar, il y avait le triangle de Weimar élargi. La Pologne. Donc, on a la Pologne, l'Allemagne, la France. Et la France, plus les pays qui comptent énormément dans la structure européenne, comme l'Italie, comme l'Espagne et l'Angleterre, qui bien sûr n'appartient pas à la communauté européenne, mais c'est notre allié historique et partenaire depuis toujours. C'est pourquoi je pense qu'il faut qu'on décide le futur de notre continent avec l'Angleterre. En plus, il faut qu'on se prépare à la nouvelle présidence aux États-Unis. La Pologne, à partir du 1er janvier 2025, reprendra la présidence européenne. Oui. Donc, je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire. On se pose la question, comme toujours, quelle est la nouvelle donne avec la Russie après l'élection de Donald Trump ? Est-ce que le dialogue va être différent ? Je vous propose d'écouter un sonore, puisque ici même, à votre place, le 7 novembre dernier, l'ancien ambassadeur de Russie, Alexandre Orlov, nous faisait comprendre que la menace de la bombe nucléaire existait toujours. Vu de Moscou, aujourd'hui, parmi tous les dirigeants de l'Union européenne, Orban, c'est le plus réaliste, le plus pragmatique, le plus réaliste. Le plus en phase avec Vladimir Poutine, vous voulez dire ? Forcément, elle est plus en phase, puisque Poutine aussi, il est réaliste et pragmatique. Tandis que les autres, vous avez cité Ursula von der Leyen et Macron et les autres. Et comment voulez-vous qu'il y ait un changement de logiciel alors que tout le monde est contre Vladimir Poutine et qui dit c'est celui qui déclenche les guerres ? Mais il faut comprendre que si on ne change pas ce logiciel, on va dans le mur. Et on peut aller jusqu'à la Troisième Guerre mondiale. C'est tout à fait sérieux. C'est encore sur la table, la Troisième Guerre mondiale. La menace de Vladimir Poutine de déclencher le bouton nucléaire, elle est toujours là. C'est pas la menace, mais il faut... Vous savez, la Russie, s'il n'y aura pas d'autre façon de se protéger,
elle appuiera sur le bouton. Lequel ? Ça, c'est sûr. La petite ou la grande ou la moyenne bombe ? Ça dépend, je crois. Comment ça dépend ? Je pense qu'il faut appuyer sur le grand, c'est pas la peine d'envoyer le petit. Hein. Alexandre Orlov, ancien ambassadeur de Russie en France, qui est aujourd'hui celui qui prend la parole, puisque l'ambassade russe ne souhaite pas communiquer. C'est la raison pour laquelle, quand on entend ça, et quand on entend que oui... on a l'impression d'être dans une discussion de salon. Vous comprenez, à un moment donné, si on n'est pas d'accord avec nous, on appuiera sur le bouton nucléaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur l'ambassadeur ? Vous savez que c'est pas une situation de confort pour moi de commenter de l'ancien ambassadeur de Russie qui n'est pas en fonction depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui peut jouer le rôle de commentateur politique. Et c'est quelqu'un qui appartient... Qui est parfaitement au courant de ce qui se passe il lui appartient, au Kremlin. Je pense que la force de propagande russe. Ce qu'ils disent, ce sont de réflexions libres sur la Russie, sur son pays, à laquelle, formellement, il n'est pas un ambassadeur, mais je pense qu'il appartient aux forces... Mais est-ce que c'est inquiétant ? Vous savez que la situation qui se présente en Ukraine depuis, il faut dire... ça 2 ans et demi. Pas uniquement depuis 2 ans et demi, mais depuis presque 10 ans. Parce que depuis le Maïdan, depuis quand les Ukrainiens, vraiment, ils ont réclamé l'indépendance, et après, il y avait l'intervention russe limitée au Donbass, à d'autres territoires, au Crimée. C'était déjà très inquiétant. Donc la guerre, ça a commencé à cette époque-là, en pleine échelle, bien sûr. On a la guerre depuis presque 3 ans. Nous voyons le résultat de ces guerres. Nous voyons 700 000 Russes qui sont probablement tués, en tout cas éliminés de champs de bataille. On connaît pas très bien le nombre des Ukrainiens. On voit le nombre de matériel uniquement de chars russes, le nombre de 9000 qui étaient éliminés, 700 avions, hélicoptères. Donc voilà. Donc on rentre dans le jeu de chiffres qui devient absolument exorbitant et très inquiétant. Et l'Europe doit se préparer à sa propre autodéfense. Quelle est l'opinion des Polonais ? Quelle est l'opinion de vos concitoyens ? Quelle est l'opinion de ceux qui habitent peut-être à la frontière de la Biélorussie, en l'occurrence, qui est un allié du Kremlin ? Vous savez que les Polonais, ils connaissent bien l'histoire, ils connaissent bien... c'est votre ennemi de toujours. Ce sont les amis depuis toujours. Donc on a une prétention de savoir qu'est-ce que ça veut dire la Russie, et de les connaître un tout petit peu. Malheureusement, vous souriez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une bonne guerre et c'est mal trouvé comme expression. Non, c'est pas du tout une bonne guerre. C'est la guerre qui est absolument tragique pour la population ukrainienne. C'est tragique pour l'Ukraine, c'est tragique pour l'économie. Est-ce que ça peut devenir tragique pour la Pologne ? Et ça peut devenir tragique pour l'Europe, parce que la Pologne fait partie de la communauté européenne, fait partie de l'OTAN. Et n'oubliez pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'article 5, en manquant un de pays du pacte atlantique est attaqué, les autres doivent réagir. Donc vous comptez, comme d'habitude, sur les Américains. Donc d'abord, nous comptons sur nous-mêmes, c'est pourquoi... La Pologne est devenue la 2e puissance terrestre parmi les pays OTAN européens. Donc je pense que nous avons actuellement l'armée de terre comparable plus ou moins avec la France. Oui. C'est pourquoi nos relations aujourd'hui sont tellement bonnes et tellement proches. C'est vraiment la vraie fraternité d'armes qui est... Et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, parce que ça existe depuis, on peut dire, des siècles. Et avec des différents résultats qui étaient relativement très positifs. Mais en tout cas... Est-ce que l'arrivée d'un président roumain pro-russe, ça va changer quelque chose au sein de cette Europe qui se veut justement soudée contre la Russie dans cette guerre en Ukraine ? Oui, ces dernières élections en Roumanie, qui ne sont pas encore décidées, mais sont... Il arrive en tête au premier tour. Mais comme vous voyez, de certaines tendances que de différentes parties relativement extrémistes ou pro-russes prend une position importante sur leur scène locale politique, c'est absolument très inquiétant. C'est pourquoi on doit renforcer notre alliance entre la France, entre l'Allemagne, entre la Pologne. Donc ce triangle de Weimar, c'est une sorte de laboratoire des idées. Et à cet laboratoire, on doit rejoindre
différents d'autres pays pour consolider notre force et notre solidarité. Est-ce que les rapports avec l'Allemagne se sont améliorés, sachant que l'Allemagne en plus est en récession? On a entendu tout à l'heure que ThyssenKrupp allait supprimer 11 000 emplois. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Comment l'Allemagne n'est plus aussi solide qu'avant? Vous savez que l'Allemagne, c'est un pays européen, c'est un des pays fondateur, pilier. Aussi, en tout ce qui concerne l'OTAN, c'est notre voisin, c'est des pays démocratiques. On essaie d'avoir les meilleures relations que possible avec l'Allemagne. On essaie avec d'autres pays aussi. On essaie avec la France aussi d'avoir de meilleures relations. Bien évidemment. Vous avez dit qu'on était frères d'armes. Donc on ne peut pas avoir de meilleures relations. C'est qu'on peut pas dire en tout ce qui concerne l'Allemagne qu'on était les frères d'armes, parce qu'on n'était pas ni la France. Mais je pense que justement le miracle européen consiste que nous pouvons créer une force ensemble entre la France, l'Allemagne et la Pologne et proposer une formule d'autodéfense pour l'Europe, et en ajoutant aussi la Grande-Bretagne, et bien sûr en se supportant par les États-Unis, qui est notre allié numéro un aussi bien pour la Pologne que pour la France. Et ça sera le même allié avec Donald Trump qu'avec Joe Biden? Je suis convaincu que il n'a pas les mêmes positions sur l'Ukraine. Je pense que la position de Donald Trump en tout ce qui concerne l'OTAN, à part de tous les discours pendant les élections, etc., ne va pas changer. Et je pense que la position de Donald Trump en tout ce qui concerne l'Ukraine vous pensez qu'il va continuer exigeante, mais il va pas abandonner l'Ukraine parce que pour différentes raisons, pour les raisons purement géostratégiques, il peut pas le faire. Ça sera une vraie. Tout simplement, il faut soutenir l'Ukraine. Non, mais c'est vite dit, ça. Pourquoi est-ce que Donald Trump, qui pendant toute sa campagne a dit « je vais rendre de l'argent aux Américains, on va plus soutenir l'Ukraine », tout d'un coup le ferait? Vous savez que quand vous voyez la présidence de Donald Trump il y a 4 ans, en fait, ou même un tout petit peu avant, voilà, il y a 8 ans. 8 ans. Quand il est arrivé en 2016. Quand il était arrivé, mais 4 ans quand il a fini sa première présidence. Avant quand on regarde sa présidence, cette présidence n'était pas si mauvaise. Au niveau de la sécurité, c'est Donald Trump qui disait que Nord Stream 1, Nord Stream 2, c'est quelque chose du mal. Il faut relancer ce genre de contrat. Il faut que les pays européens cotisent plus pour en tout ce qui concerne l'armement, et que l'Europe devient autosuffisante au niveau de la défense. Donc la présidence européenne de la Pologne, la présidence polonaise de l'Europe... Ce que j'aimerais bien dire, qu'au moment qu'on nous serons autosuffisants au niveau d'armement, au niveau de l'autodéfense, ça veut dire pas qu'on n'a pas besoin des États-Unis. Je pense que les États-Unis, ils ont besoin d'avoir un pacte qui est européen. Un soutien qui sera à l'auteur de leurs propres possibilités. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été notre invité sur Europe 1 ce soir, 20h28. Dans un instant, les débats politiques avec mes débatteurs. Et puis n'oubliez pas que Pascal Praud vous donne rendez-vous 2 fois par jour. L'heure des pros, 9h, 9h30 en codiffusion avec CNews. Et 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et vous pouvez l'appeler pour participer à l'émission 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1.